Très bien, merci beaucoup. Donc, bonjour déjà, et puis bienvenue à cette table ronde Tech et numérique, à l'occasion de cette journée nationale de mobilisation des entreprises sur la thématique croissance et export, organisée par MEDEF Paris et MEDEF International, en collaboration avec Stratexio, OSCI et Adepta. Alors, je m'appelle Christophe Depeux, je siège au conseil d'administration de Numéum. Alors, qu'est-ce que Numéum? En fait, Numéum est le nouveau nom du syndicat professionnel issu euh, de la fusion depuis très peu entre Syntec Numérique et Tech in France et qui regroupe l'ensemble des acteurs du numérique en France. C'est pour ainsi dire devenu le syndicat professionnel de référence du secteur de la tech en France, avec plus de 2000 entreprises adhérentes, plus de 500 000 collaborateurs et générant plus de 50 milliards d'euros. À titre de comparaison, l'industrie automobile française aujourd'hui ne pèse que 40 milliards d'euros pour 350 000 emplois. C'est dire que la tech est donc véritablement devenue un poids lourd de l'économie française. Alors, mais est-ce pour autant un poids lourd en termes d'exportation? Que représente le numérique français au niveau international? Alors, comme vous le savez, notre secteur d'activité est déjà un exemple de rayonnement de la France à l'international pour l'ensemble de notre économie. La French Tech est un label mondialement reconnu aujourd'hui. La France est le pays européen aussi qui compte le plus grand nombre de SN rayonnant à l'international. Nous avons aujourd'hui une quinzaine de licornes aussi qui ont, grâce à leur levée de fonds, la capacité de se projeter à l'étranger et aussi quelques leaders dans l'édition de logiciels avec le fer de lance que nous avons avec Dassault Systèmes. Toutefois, derrière ce peloton de tête, en fait, nous avons quand même beaucoup de PME et ETI, de la tech, qui ne sont pas encore assez nombreuses à oser l'export ou bien à être en capacité d'accélérer leur développement international. Et elles ont clairement besoin de plus d'accompagnement. Donc moi, je suis bien placé pour le savoir, puisque d'une part, en tant qu'administrateur en Numéum, j'anime le programme international, qui est donc destiné à aider les adhérents à développer leur activité export. Et d'autre part, je suis aussi directeur général d'une PME, d'une centaine de personnes, un éditeur de logiciels qui s'appelle IP Label, que j'ai cofondé il y a une vingtaine d'années, qui est présent physiquement sur les trois continents. J'ai créé moi-même la filiale en Chine, et donc je suis confronté au quotidien aux enjeux de l'export et aux problématiques que nous allons adresser lors de cet atelier, à commencer par déjà essayer de mesurer quel a été l'impact de la pandémie pour l'activité export des acteurs du numérique, sur la façon dont ils ont dû s'adapter à cette situation inattendue et exceptionnelle, où ils en sont aujourd'hui de leur réflexion en termes de stratégie de développement à l'étranger, et bien évidemment, en se projetant dans l'avenir, répondre à la question de l'intitulé de notre table ronde, en fait, quelles innovations porteuses à l'export dans la décennie à venir. Alors pour ce faire, je vous invite à accueillir nos intervenants. Donc aujourd'hui, ils sont au nombre de trois. Je vais demander peut-être tout d'abord à Sylvain Thieland de se présenter, président d'Horizon Software, et de nous dire Oui, quelques mots sur l'activité de votre entreprise. merci Christophe pour cette intro et de me passer la main. Quelques mots sur Horizon. Donc, Horizon est un éditeur sur le secteur des services financiers. On intervient dans des situations liées au métier des marchés de capitaux, donc typiquement équipé des salles de marché de banque, équipé des salles de marché de bourse, avec sur des spécialités liées à la connectivité, liées aux thématiques d'automatisation, d'algorithmie, de transactions boursières. Dans des contextes avec de fortes criticité, dans des contextes de régulatoire assez fortes, où la performance est un vrai sujet, et où Horizon fournit une plateforme ouverte. Donc on a à peu près 80 clients, on est présent dans 20 pays, avec des implantations en Asie, 3 bureaux, Shanghai, Hong Kong et Bangkok, et à Montréal, au Canada. Voilà. Super, mais merci beaucoup Sylvain. Je propose à Eric Léandry, président d'Alternative, également de nous dire quelques mots sur son entreprise. Alternative, c'est une société que j'ai fondée justement au tout début du Covid. Je ne pouvais pas trouver pire comme timing, avec comme idée toute bête de sécuriser les réseaux, de sécuriser votre balade sur Internet, que ce soit au niveau du DNS pour éviter par exemple les cryptolockers, mais aussi de la navigation elle-même avec des brevets du CA. Et puis sur Alternative, nous avons travaillé sur un produit qui s'appelle Protect,
qui est là pour regarder votre exposition au risque sur Internet, cette fois grâce à l'OSINT, la recherche en source ouverte. Et on a beaucoup développé cette activité pendant cette année de Covid, puisque d'autres activités, elles, on n'avait pas pu les démarrer. Donc, Alternative, c'est vraiment une société de sécurité, de cybersécurité qui a été lancée pendant le Covid. Ok, merci beaucoup. Donc ça va être un retour d'expérience assez intéressant. Et puis Maxime également, Maxime Bérard, qui est directeur général de Simplicity. Oui, bonjour. Euh, je suis donc Maxime Bérard, donc Simplicity en quelques mots, c'est une PME. C'est un éditeur de solutions logicielles autour de la ville intelligente. Et donc on est notamment dans les secteurs de l'environnement à travers la collecte des déchets et la mobilité. On est environ 120 personnes et on existe depuis 25 ans. On a 80% de l'activité en France et dans les dom sachant que les collectivités sont une grande partie de nos clients. Et on fait aussi 20% à l'international, notamment avec une filiale qu'on a au Maroc. Merci Maxime. Donc, vous aurez notamment l'occasion de poser éventuellement vos questions ou d'échanger avec nos intervenants à l'issue de cette table ronde qui va durer à peu près 45 minutes. Vous pourrez notamment utiliser le chat à cette fin. Alors, démarrons dans le vif du sujet. Alors, rappelez-vous, il y a 18 mois, nous démarrions en France, à l'instar d'une grande partie du monde entier, hein, le premier confinement strict suite à la déclaration de pandémie due à la Covid-19. Situation exceptionnelle et inconnue pour la très grande majorité d'entre nous. Du jour au lendemain, nous nous sommes tous retrouvés confinés à notre domicile, sans plus pouvoir nous déplacer, aller au bureau, voyager. Donc pour tous les exportateurs, ça s'est révélé être un arrêt extrêmement violent qui a forcément engendré des conséquences brutales, que ce soit en termes de business, mais également sur la manière de faire de l'export. Plus de visites aux équipes à l'étranger, plus de rendez-vous en face à face avec les clients et prospects, plus de participation à des salons, foires, autres rencontres B2B en présentiel. Donc du coup, pour les entreprises concernées, cette situation inédite s'est révélée être un révélateur de leurs forces et de leurs faiblesses dans leur développement à l'international, mais également un accélérateur, une opportunité de transformation numérique de leur activité au niveau mondial pour améliorer par exemple leur présence en ligne sur Internet. Et donc, un moment opportun également pour remettre à plat leurs réflexions stratégiques à l'export. Est-ce qu'il faut maintenir ou non les investissements? Est-ce qu'il faut redéfinir les pays cibles? Euh, Est-ce que les modèles de commercialisation doivent être également repensés? Ce sont donc tous ces sujets que je vous propose d'évoquer maintenant très concrètement avec nos intervenants qui ont bien voulu partager leur expérience avec nous cet après-midi et que je remercie à nouveau. Donc, première question, tout simplement, quel a été l'impact de la crise sanitaire sur votre activité export, Sylvain? L'impact, nous, a été plutôt ça n'a pas été une opportunité. Cette situation, on est sur des cycles de vente qui sont assez longs dans le métier qui nous concerne, dans lequel on établit évidemment une relation de confiance, donc on parle de cycle de vente d'à peu près d'un an, dans lequel on établit une relation de confiance sur la durée, étant donné la criticité des métiers sur lesquels on se penche. Donc l'impact n'a pas été immédiat. Au printemps dernier, on a signé en fait, donc au printemps, c'est-à-dire la saison mars-avril, quand on était en plein confinement, on a signé des contrats sur lesquels on travaillait depuis plus d'un an. Je dirais, pendant cette période-là, on n'a pas senti vraiment la crise, au-delà de ce contexte tellement particulier dans lequel on était tous rendus chez nous. Par contre, à partir de l'été, eh bien, comme on n'avait pas pu travailler avec des cycles habituels de prospection, et on a expérimenté une certaine baisse d'activité qui était également liée au fait que les marchés financiers avaient et étaient toujours à cette époque-là très chahutés et qui engendrait des clients, des prospects qui étaient beaucoup moins disponibles, qui étaient en train d'éteindre des incendies au niveau système parfois, et donc qui générait en fait une baisse de business. Donc maintenant, par rapport à d'autres industries, quand je dis qu'on a expérimenté une baisse d'activité, on parle de variations de l'ordre de 10% en termes d'acquisition de nouveaux business. Donc, on n'est pas non plus, ce qui n'a rien à voir avec
une grosse majorité des industries. Donc, très clairement, Oui, vous n'étiez pas dans une situation sinistrée, mais néanmoins, ça a été une baisse d'activité. Absolument. Alors qu'à contrario, d'après ce que j'ai compris, côté alternative, et Eric, la situation, alors vous nous expliquez que vous avez lancé votre activité à ce moment-là, mais c'est finalement transformé en opportunité. Bah, on n'avait pas le choix. À un moment, on s'est rendu compte que de toute façon, ici, c'était fermé. Et là, on s'est rendu compte que le marché français, pour certaines parties de nos activités, il y a une activité, par exemple, sur l'IoT, qui nécessitait de produire des espèces de machines, enfin des Google Home, quoi, like à la maison. Pour ça, il fallait produire, il fallait partir en Chine, il fallait faire, il fallait importer. Tout ça, c'était fini. Donc ça ne servait plus à rien de perdre du temps là-dessus. On a acheté un opérateur telco à Mayotte, tout était fermé, on ne pouvait pas se déplacer sur Mayotte. Donc on avait l'opérateur, on avait acheté plusieurs choses et on était bloqué. Et qu'est-ce que l'on a fait? On s'est dit, ben écoutez, on est une start-up, on démarre. On a deux produits phares. Ces produits phares, le temps de les installer en France sur le réseau de Cypartec, qui fait 25 000 km de fibre, mais qui était là aussi coincé par les problématiques de pandémie, ben on est allé le proposer ailleurs. Et ce qu'on aurait dû faire dans 3 ans, on a commencé à le faire cette année. Et nous sommes sortis, nous sommes allés dans les pays qui nous laissaient venir. Nous avons proposé nos produits, nous avons proposé des solutions. Alors après, on avait Bonjour, la chance, ça va et toi? nous avions, nous avions la chance d'avoir dans les solutions que l'on proposait Bah écoute, des il faut les produits, prendre de temps en temps aussi, hein. des produits qui étaient, des produits Allô? qui étaient basés justement sur la Allô? sécurité. Donc, à partir de ça, notre idée à nous, c'était tout simplement de ramener de la cybersécu dans un monde qui était en train de passer online. Donc, on avait beaucoup de chance sur le type de produit qu'on avait choisi, ou en tout cas, la stratégie n'était pas idiote. Mhm. On a décidé de la déployer à l'export, Moi? puisqu'on avait une ouverture. Et aujourd'hui, on est Bah à ouais, je sais 50% pas, il y à a eu l'export. d'un seul coup, ça s'est arrêté, je disais allô, je te parlais, Alors, j'entendis plus rien. excusez-moi, je crois que si vous pouvez faire bien attention à couper vos micros, s'il vous plaît, puisque on vous entend. Merci. Et donc, et donc voilà, donc le principe c'était celui-là, ce qu'on aurait dû faire dans 3 ans, nous l'avons fait cette année. Aujourd'hui, la moitié de nos devis et la moitié de nos propositions sont à l'export dans plusieurs pays, l'Afrique d'abord et puis aussi une partie de l'Europe. Donc en fait, ça a été un bel D'accord. exemple d'agilité, du coup, hein, en conséquence. Vous êtes Euh, une startup, vous venez d'ouvrir, vous êtes 10. Si Bon, vous n'êtes bah pas écoute, agile, alors passez à autre chose. Maxime, de votre côté, c'était une situation mhm. plutôt finalement source d'opportunité, hein, aussi. Ouais, alors du coup, dans une situation un peu particulière, mais qui était plutôt positive du coup, c'est qu'on a signé quelques semaines avant toute cette période-là un gros contrat sur la ville de Casablanca. Donc en fait, finalement, l'année 2020 était une excellente année pour l'entreprise et pour l'activité export qui a été multipliée par 10. Mais dans les faits, du coup, en mars 2020, on s'est retrouvé à devoir délivrer un projet de taille conséquente à distance, en faisant grossir des équipes à distance aussi, donc sans pouvoir recruter directement sur place avec les enjeux qu'on avait. Bien sûr, enfin, ça c'est comme et c'est valable, je pense, pour tout le monde, réussir à garder quand même un pipeline commercial et continuer à penser justement au projet suivant, vu qu'on est sur des cycles de vente qui sont relativement longs. Et donc là, bah, bien sûr, on a eu toutes les difficultés qu'on peut imaginer. Néanmoins, moi, ce que je retiens aussi, c'est que, bah, notamment, c'est grâce à l'export qu'on a pu faire une bonne année 2020. Et donc, ça a permis, justement, quand on parlait de se poser un petit peu sur la stratégie quand c'était un peu plus calme, de remettre ça un peu au centre du jeu, quoi. Donc voilà, donc contexte particulier pour nous. Pour autant, c'était assez intéressant et puis vu que ça s'est pas trop mal déroulé au final, ça a juste demandé beaucoup plus d'énergie et d'adaptation. Et un autre point que je m'étais noté par rapport à ça, c'est que quand on parle à l'export et notamment parce que nous on est pas mal sur l'Afrique, des sujets enfin toutes les difficultés qu'on peut avoir, elles sont, je pense, exacerbées dans ce genre de situation. Typiquement au niveau des paiements, qui est un des grands sujets au Maroc, avec la baisse des recettes liées au tourisme forcément, les collectivités avaient encore moins d'argent pour payer les fournisseurs, quoi. Donc bon, après, c'est pas des problèmes qui sont insolubles, hein. C'est juste qu'encore une fois, il a fallu mettre les bouchées doubles pour arriver au même résultat, quoi.
Ouais, donc un enjeu de déploiement, en fait, problématique vraiment opérationnelle d'organisation d'activité pour vous, au-delà de cette problématique de paiement. Donc ça fait le lien justement avec ma deuxième question qui était liée aux grandes difficultés rencontrées concrètement pendant la pandémie pour faire de l'export. Sylvain, si on revient à vous, quelles ont été ces grandes difficultés? La première difficulté, alors on fait un zoom sur l'export, mais la première difficulté pour nous a été cette fameuse notion d'être prédictible. C'est-à-dire on est sur un business model qui se prévoit à plusieurs années. On embarque nos clients sur des contrats pluriannuels en général. Là, on s'est retrouvé dans une phase dans laquelle chacun était chez soi, nos clients aussi, dans des difficultés. Donc, être prédictible, donc j'en ai fait d'ailleurs une thématique pour l'année 2021, parce que c'est vraiment notre enjeu chez Horizon, on travaille là-dessus. Ça a été une grosse question. Les deuxièmes points par rapport à notre activité export, et ça est le point le plus criant, a été sur toutes les étapes nécessaires pour aboutir à une signature d'un client. S'il y a une relation personnelle qui se crée de manière habituelle pour vraiment établir de la crédibilité et établir une relation basée sur la confiance. Et ça a été un vrai challenge de bâtir cela sur cette période et même encore aujourd'hui, puisqu'on ne voyage plus. En tout cas, moi, ça fait plus d'un an que je n'ai pas voyagé en Asie ou aux États-Unis, ce qui m'est jamais arrivé. Donc, c'est ça qui a été vraiment notre challenge, de s'adapter à cette nouvelle façon de vendre à distance, travailler sur le message qu'on voulait diffuser à nos prospects, à nos clients, et donc la nécessité de repenser notre organisation en conséquence, peut-être en faisant appel à des partenaires sur lesquels au préalable on ne comptait pas, on ne pensait pas. Voilà. D'accord. Merci. Et Eric, quant à vous, les grandes difficultés rencontrées sur cette période? Plusieurs. Premièrement, plus de salons, pas de possibilité d'exister en dehors d'un démarchage Internet ou de voyages complexes. Alors, l'Asie et les US auraient été une catastrophe pour nous si on avait été placé là d'abord. On a eu la chance d'aller dans d'autres pays d'abord. Donc, l'Afrique a eu plus de temps avant d'avoir le Covid qui passe par elle et ainsi de suite. Enfin, ça, c'est à chaque fois, on a essayé d'être un peu agile sur les endroits où nous diriger. Il y a également le fait que la place parisienne, d'habitude, attire tout le monde. Si on veut trouver des grands décideurs internationaux, on les trouve parfois à Paris. On peut se retrouver, que ce soit sur des salons ou sur autre chose. Et là, d'un coup, la place parisienne n'attirait plus grand monde puisqu'on ne pouvait pas y rentrer ou difficilement. Donc, il est vrai qu'il a fallu qu'on se réorganise. Il est vrai qu'il a fallu qu'on trouve des opportunités très particulières et qu'on aille les chercher. J'avoue que moi j'ai beaucoup voyagé, donc à l'inverse j'ai beaucoup voyagé, mais à chaque fois évidemment en appliquant toutes les obligations, donc la difficulté est largement, enfin c'est sans commune mesure avec avant. Cependant, pouvoir se déplacer pour commencer une relation claire de confiance dans des périodes charnières compliquées et compliquées pour les pays a été une vraie opportunité pour voir des décideurs à très très haut niveau, très très rapidement. Alors, je crois que c'est un point commun d'ailleurs avec Sylvain qui disait que dans notre échange de préparatoire, le fait de pouvoir quand même voyager a permis aussi de faire la différence par rapport à la concurrence. Oui, oui, absolument. C'est vrai que voyager dans des conditions comme celle-ci, quand c'est possible, évidemment, ça amène quelque chose un fait marquant par rapport à différenciant par rapport à une concurrence éventuelle. Et donc la notion d'engagement qui est au cœur de la relation avec nos clients, là, et on a une preuve extrêmement factuelle de la chose. Malheureusement, c'est pas tout le temps possible. Et ce qu'on a fait, là où on travaille beaucoup, c'est sur le renforcement de nos équipes à l'étranger pour qu'elles aient des rôles d'ambassadrices encore plus forts qu'avant, compte tenu de cette situation dans laquelle les voyages, encore à l'heure où je vous parle, sont extrêmement compliqués en Asie, entre autres.
Alors, parmi les solutions innovantes aussi que vous avez dû trouver pour faire face et répondre à ces problématiques, vous m'expliquez, Sylvain, que vous aviez également fait appel donc à des partenaires, prestataires, pour notamment repenser votre façon de communiquer ou de vous adresser à vos cibles. Je trouvais ça assez intéressant, si vous pouviez partager effectivement cette Oui, expérience oui. avec nous. On est sur des thématiques chez Horizon qui a trait toujours à une forme de complexité, à une forme de sophistication technologique, de métier. Et donc, c'est souvent facile de se perdre dans des considérations ou bien technologiques ou de fonctionnalités très pointues. Donc, on s'en est rendu compte, on le sait depuis longtemps, et ce sont des éléments qu'on arrive à compenser lorsqu'on rencontre des gens, lorsque faire passer des messages après les meetings, lorsque tout le monde se lève et a regardé la belle présentation, c'est là où en fait tout se joue, tout se décide. Donc ça s'est rendu complètement impossible à travers Zoom ou à travers Teams. Donc on a choisi de vraiment travailler sur la nature des messages qu'on voulait envoyer aux clients, envoyer aux prospects à différents stades de la relation pour que eh bien, la relation puisse se tisser avec des messages simples, en faisant attention à tout un tas de paramètres depuis quelle est l'expression du visage du client jusqu'à les mots bien choisis pour qu'ils soient bien compris. Et également la notion culturelle, puisque bon, une plateforme, même lorsqu'on est basé à Hong Kong, à la Chine continentale, c'est différent que vendre une plateforme à Hong Kong ou depuis Hong Kong, par exemple. Donc là, on a vraiment lancé ce travail-là. On l'a achevé plutôt en 2021 qu'en 2020, parce que ça demande beaucoup d'efforts, de remise en question, de partage. Et puis, on s'est rendu compte qu'on vendait de manière très différente en Asie, aux États-Unis, et même d'un commercial à l'autre en France. Donc, ça a été une phase de réflexion un petit peu très intéressante d'introspection et aussi d'analyse de nos succès. Dans quelles circonstances, de par le passé, en dehors de la pandémie, on avait réussi à faire la différence, alors que parfois on s'était planté. Donc on a essayé de consolider tout ça, et certainement que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait, ou qu'on aurait fait plus tard, si on n'avait pas rencontré Monsieur Covid. Ouais. Très bien. Maxime, quelque chose à rajouter sur une démarche un peu innovante? Ouais, alors je sais pas si c'est innovant, hein. Franchement ça l'est pas, mais je pense que c'était quand même assez marquant chez nous, c'est l'aspect du coup, qu'on avait des équipes en local, de s'appuyer sur elles, et en fait de facto ça les a fait monter en compétences, ils ont pris finalement beaucoup plus de responsabilités beaucoup plus vite. Et donc du coup ça nous a aussi prouvé qu'ils en étaient capables, et ça les a fait sortir de leur zone de confort, et donc au final c'était relativement positif. Après, on avait un VIE qui était prévu au Maroc. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on l'a fait démarrer en France, donc pas sous format VIE, hein, mais du coup, elle a pu commencer à prospecter au Maroc via Teams. Donc voilà, une nouvelle fois, comme mes collègues, on s'est adapté, et on a fait preuve d'agilité. Voilà. Ouais, tout à fait. Bien, donc comme on vient de le voir, les entreprises de la tech ont dû innover, parfois improviser, être agiles, tester de nouvelles solutions, se réinventer même pour adapter leur activité et leur développement international. Mais projetons-nous maintenant sur l'avenir. Quid de demain et de la redéfinition de leur stratégie à l'export. Alors, dans le cadre des enquêtes que nous pouvons mener par Numéum, excusez-moi, auprès de ses adhérents, l'internationalisation est clairement identifiée par les acteurs du numérique, en particulier les éditeurs de logiciels, comme un facteur clé de succès et leur permettant d'atteindre une taille critique à travers la conquête de nouveaux marchés, forcément plus vastes que le seul marché français ou européen. Mais cela reste un défi néanmoins difficile à relever pour une part importante des plus petits éditeurs de logiciels français, comme je l'évoquais, les PME, les ETI. Dans la très grande majorité des cas, les nouveaux acteurs qui réussissent leur internationalisation ont dès le départ conçu des solutions qui sont duplicables à l'étranger et qui peuvent se positionner sur des marchés exotiques ou éloignés comme les États-Unis ou en Asie.
Au-delà, un certain nombre d'entreprises privilégient aussi l'Europe, les pays francophones, qui sont peut-être déjà une première démarche, hein, plus simple pour aborder l'international, avec un focus sur l'Allemagne, qui est aujourd'hui le plus gros marché européen en termes d'attractivité. Alors, la part du chiffre d'affaires généré à l'international par les éditeurs de logiciels, à titre d'information, était de 57% en 2019. C'est un chiffre en hausse de 3 points. On connaîtra à l'automne les chiffres actualisés pour 2020, ce sera intéressant. En tout cas, l'international est clairement identifié comme un relais de croissance, un levier d'opportunité pour les entreprises françaises du numérique, hein, dans le cadre de leur stratégie de sortie post-crise, hein, Covid-19. Notamment, 89% d'entre elles estiment que l'export aura une opportunité de rebond. Donc c'est plutôt un message, je trouve, optimiste, très positif. Néanmoins, en même temps, une énorme majorité exprime un besoin d'accompagnement et d'échange avec leurs pairs, d'où par exemple la création du club Stratexio Numéum, hein, destiné à faire réfléchir, partager les acteurs de la tech, tout en rencontrant des experts du développement international. Donc si je reviens sur cette thématique de stratégie à l'export, est-ce que vous pouvez déjà nous faire un peu une photo de la situation pour chacune de vos entreprises? Donc si je démarre par exemple par Maxime, aujourd'hui l'export c'est quoi pour Simplicity? Alors, donc c'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires. Donc, on est principalement centré sur l'Afrique francophone, mais ça fait partie justement des choses qu'on a vocation à élargir dans un deuxième temps. On est principalement sur un modèle direct, même si on a des partenaires opérationnels en local. Et on fonctionne donc avec un responsable export, donc un profil plus commercial, et une filiale au Maroc qui sert en fait de plateforme pour attaquer les différents marchés en Afrique. Autre point à préciser, donc on a une logique produit, et à l'intérieur de ça, du coup, on a dans notre roadmap une catégorie qui est, on va dire, sanctuarisée pour des évolutions qui sont liées à des spécificités des marchés export, même si bien sûr l'ensemble du produit, l'export bénéficie aussi des avancées qu'on a sur le cœur du produit au-delà de ses spécificités. Donc, euh, donc voilà ce que je peux dire en quelques mots. Et on a remporté un FASEP au Bénin à la fin de l'année dernière qui, pareil, nous a permis d'ouvrir une nouvelle géographie. Ok, merci. Et Eric, de votre côté? Plein de choses. Alors, si on veut parler Alors, chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est à peu près 20%, mais on a pour 60% de nos devis qui sont à l'export aujourd'hui. Donc, quand on va les placer, un ou deux devis nous basculeraient immédiatement en plus à l'export que sur la France. Derrière, aujourd'hui, sur l'export, toujours pareil, j'aimais bien ce qui venait d'être cité, puisque au Maroc, vous avez aussi la possibilité d'installer une plateforme pour aller travailler sur différents pays africains avec une fiscalité avantageuse pour nos sociétés françaises, donc la possibilité de faire des choses de là. On est en train d'y réfléchir justement en mettant en place ce type de pont vers l'Afrique subsaharienne avec comme idée de descendre vers la Mauritanie, le Sénégal, en partant du Maroc, mais également différents pays de toute la partie Sahel. Aujourd'hui, il faut s'organiser, il faut réfléchir vraiment à comment vendre. On est obligé d'avoir des gens compétents sur place, capables de continuer le relais, mais aussi, et beaucoup, et c'était pas forcément toujours le cas avant, penser à former des équipes sur place, penser à donner de la compétence sur place avec des gens très bons qui savent être formés, qui savent aujourd'hui prendre le pas et récupérer je dirais, l'usage des logiciels qu'on leur vend. Donc, ce n'est plus seulement placer des logiciels et parfois les opérer, c'est aussi amener la compétence, faire du transfert de compétences, faire le déplacement de certaines parties de maintenance en local sur les pays, ramener de la souveraineté, c'est en gros l'objet d'alternatives, mais ramener de la souveraineté avec en plus du déplacement de compétences et du transfert de compétences, ça nous semble être une vraie solution pour l'avenir. D'abord, ils sont très demandeurs. Deuxièmement, ça nous permet de déplacer la problématique des équipes dans les pays pour une petite boîte et de grandir rapidement. Troisièmement, ça permet en plus de leur donner
une vraie prise en main des logiciels que l'on leur amène et non plus un simple utilisateur. On est chez des gens qui s'aguerrissent, qui deviennent très bons. Et pour finir, et puis puisqu'on est sur l'Afrique, si on veut parler d'opportunités à l'avenir, j'ai vu tout à l'heure des solutions autour de la smart city, de la décarbonation, beaucoup de choses, mais nous on fait beaucoup de cybersécu et toutes ces solutions, toutes ces technologies qu'on est en train d'amener là-bas, on va devoir les sécuriser. Et j'étais à Shield Africa l'autre jour et la problématique, c'était de monter aussi vite en compétence au niveau de l'Afrique sur des solutions avec une grosse lacune en cybersécurité, par manque des fois de formation, par manque parfois de logiciels. Alors attention, hein, le problème n'est pas qu'en Afrique, on le voit très bien chez nous tous les jours, mais c'est des choses qu'il va falloir penser immédiatement et qui sont de magnifiques opportunités pour nos sociétés chez MEDEF International et européennes et françaises en particulier, pour apporter quelque chose immédiatement à un pays qui est en train de, à un pays, à un continent Continent, oui. un continent, des tas de pays est très différent d'ailleurs. On parlait de francophones tout à l'heure, les anglophones, les lusitophones, l'Afrique du Sud, c'est souvent des façons de penser, des cultures très différentes. Et donc, il va falloir penser et repenser tout ça de cette façon-là, à mon avis, parce que ça va nous permettre de rentrer dans une relation qui n'est plus une espèce de France-Afrique, mais un travail normal de clients et de fournisseurs de Oui, logiciels. sachant que l'Afrique devient un continent hyper connecté. Et à une vitesse folle. Sylvain, de votre côté, Horizon Software, du coup, c'est quoi l'export et au niveau de l'évolution de vos zones de prospection euh, et afin d'adresser certains marchés, quelle a été l'évolution de votre stratégie au cours de ces derniers mois? Donc, la part de l'export chez Horizon est assez importante puisque ça représente 80% de notre chiffre d'affaires. On a à peu près 70 clients à l'export. Donc, on ne peut pas considérer notre activité sans la notion d'export. On a l'histoire derrière tout ça, c'est lié à la nature de notre sous-jacent. Hein. Les marchés financiers sont par nature relativement internationaux. Mais également le fait d'un choix qui remonte à plus de 10 ans, dans lequel on a choisi de sortir de notre région, l'Europe, pour aller ou bien du côté à l'ouest ou bien à l'est. Et on a choisi d'aller à l'est, en Asie. Donc, on a une empreinte beaucoup plus forte en Asie qu'aux États-Unis au jour aujourd'hui, ce qui peut paraître paradoxal parce que le marché américain, pour nous, est peut-être plus important quand on le regarde un peu loin, mais était fortement moins concurrentiel à l'époque où on a fait ce choix. Donc aujourd'hui, on réalise 40% de notre chiffre d'affaires en Asie. Et donc dans des zones à la fois pays émergents, donc, et des pays comme la Thaïlande et le Vietnam par exemple, et dans des zones beaucoup plus développées comme Singapour et Hong Kong également. La Chine étant un monde à part entre développé et émergent. Donc voilà, par contre je suis content d'entendre mes confrères sur la partie Afrique où pour l'instant pour nous c'est un territoire qui est relativement vierge, même si depuis 2 ans on se développe assez fortement au Moyen-Orient, donc c'est pas totalement encore. Non, mais on entend beaucoup parler effectivement d'Asie, d'Afrique, qui sont extrêmement intéressants, puisqu'on sort des zones, on va dire, assez classiques qu'adressent les acteurs du numérique, en général le continent nord-américain. Donc effectivement, je trouve que c'est intéressant pour l'ensemble des participants d'entendre qu'on peut être à la tête de start-up ou de PME et adresser effectivement des continents qui sont en pleine transformation numérique, parce que l'Asie devient aussi hyper connectée et devient sur certains marchés même un modèle pour certaines démarches du digital. Donc, pour réussir cette stratégie de développement export, comment vous faites accompagner concrètement aujourd'hui? Donc, Sylvain, si vous gardez la main, qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment vous faites? Donc, comment on se fait accompagner? Historiquement, on se fait assez peu accompagner. On fait les choses, c'est la nature des gens ingénieurs qui aiment bien faire résoudre tous les problèmes eux-mêmes, ce qui n'est pas une bonne stratégie. Voilà, donc on lutte contre notre propre nature et aujourd'hui, on se fait accompagner
à travers des initiatives, notamment de Business France, sur lequel d'ailleurs la pandémie nous a aidé à réfléchir. On ne peut plus voyager, donc on maximise les chances de trouver des partenaires locaux. Donc Business France a été pour nous déjà une révélation. On savait que ça existait, mais on avait un petit souci sur cette notion d'expertise qu'on mettait en avant très forte, de manière très forte historiquement. Et comme on n'avait pas vraiment bien construit notre message de vente, eh bien, on avait du mal à externaliser cette démarche de premier contact. Donc maintenant qu'on a réussi à faire ça, eh bien, on peut travailler avec des partenaires comme Business France, par exemple. Il y a évidemment la réflexion Stratexio dont on fait partie, qui nous aide également à réfléchir sur notre stratégie à l'export, à l'international, et donc à trouver des points de relais, que ce soit conseil, cabinet d'avocats, parfois pour établir une entité juridique, une filiale, ou pour nouer une relation peut-être un peu compliquée avec un partenaire. Et donc ça nous a amené à repenser notre stratégie de vente qui était vraiment en mode direct, continuer de la faire de manière directe, notamment pour des deals de taille significative, mais également commencer à établir une stratégie de vente indirecte, donc avec des initiatives peut-être comme Business France, mais aussi avec la recherche de partenaires qui pourraient nous accompagner dans le sourcing de leads et dans l'intégration de nos produits, puisque d'un point de vue fondamental, on préfère nous travailler, que notre ingénierie travaille sur notre produit et des fonctionnalités, je dirais, avant-gardistes et innovantes, plus que sur des phases d'intégration qu'on est content de donner à des sociétés de services locales qui répondent mieux que nous à ces enjeux, par exemple. Donc on a réfléchi voilà, à travers plusieurs prismes et pour l'instant, on est plutôt content des premiers résultats, même si, encore une fois, on est sur des cycles de vente extrêmement longs. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui. Très bien. Alors Maxime, je crois aussi que vous faites accompagner dans le cadre du club Stratexio. Oui, exactement. Donc, justement, c'était un des sujets qu'on a pu pousser sur 2020, c'est de justement se faire accompagner, de trouver un petit peu de relais par rapport à ça. Donc, c'est à la fois avec le club Stratexio qui nous permet aussi de se dédier du temps là-dessus et vraiment de mettre ça au cœur de nos agendas et vraiment de s'isoler sur quelques journées et être focus là-dessus. On l'a aussi fait de manière un peu plus sectorielle avec un autre club qui s'appelle ADEME International, où un peu dans la même veine, mais avec on va dire une tonalité plus sectorielle, on arrive aussi à récupérer des éléments. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'on a, à travers toute la partie relance, regarder du coup, les initiatives qui étaient déjà en place. Donc ça, c'est l'échec relance export, ça, c'était le point de départ. Mais du coup, on a aussi regardé tout ce qui concerne l'assurance prospection. Enfin en fait la palette globale qui était proposée par Business France, BPI, ainsi de suite. Et puis dernier outil qui je pense est un outil qui est assez fort, c'est toute cette partie facette, donc j'en ai déjà parlé. On l'a utilisé sur la partie environnement fin 2020, et donc là on travaille sur la partie mobilité pour la fin 2021, quoi. D'accord, ok, c'est assez clair. Alors Eric, quant à vous, d'après ce que j'ai compris, l'équipe de management au niveau d'Alternative est quand même très expérimentée à l'international, est assez mûre sur le sujet. Est-ce que ça vous exonère pour autant de tout accompagnement? Bon, et on a l'avantage d'être âgé, donc c'est pratique, ça nous fait des amis, et donc les amis, ça permet d'accélérer certaines introductions, on va dire. Non, ça nous exonère pas de tout accompagnement, mais nous sommes une société très neuve. Et quand vous êtes très neuf, et en période de Covid, et même avant la période de Covid, mais en période de Covid encore plus, vous vous retrouvez avec, il faut attendre notre premier bilan. Sinon, toute la partie BPI, ancienne Coface, n'est pas accessible à une société comme la nôtre. Business France, aujourd'hui, est capable de faire pas mal de choses. Dans certains pays, on sait qu'on a des relais qui seront intéressants. Dubaï, par exemple, pour en citer. C'est pas tout à fait l'Afrique, mais
C'est même pas du tout. Middle East. Donc le Middle East, non mais c'était pour, c'est assez drôle comme on fait Middle East et Africa, on mélange tout la plupart du temps. Et résultat, en l'occurrence, dans tous ces pays, je sais que Business France peut nous aider. J'ai entendu 2 clubs qui m'intéressent, on va regarder un peu ce que ça fait. MEDEF International qui nous a amenés en Pologne et qui nous a permis de faire un excellent travail en Pologne avec les autorités polonaises. Il y a un retour ce soir. En réalité, tout le monde fait son job et il y a beaucoup de façons, enfin, il y a de nombreuses façons aujourd'hui d'essayer d'être aidé, même si on est très expérimenté, comme dirait l'autre. Mais la réalité, à mon avis, et c'est surtout là-dessus que j'aimerais vraiment appuyer, c'est il n'y a pas de solution identique dans chacun des pays. Donc, certains pays, vous aurez un accès génial via Business France. D'autres pays, monsieur l'ambassadeur du pays ou madame l'ambassadrice pourra vous aider. D'autres pays, ça sera un des clubs qu'on vient de citer. D'autres pays, ça sera simplement nos relais et nos commerciaux partenaires. Moi, après m'être beaucoup baladé, je connais très peu de solutions miracles qui feraient tout dans chacun des pays du monde. Et donc, pour chacun, on a une stratégie, on regarde ce que l'on peut faire, on regarde ce qui marche le mieux, on essaye des relais qu'on connaît bien et on voit lequel nous permet d'accélérer. Ouais, donc là aussi, besoin d'adapter une stratégie hybride en fonction des marchés et des canaux qui peuvent être accélérateurs localement. Ok, merci. Bon, alors comme vous pouvez le constater, nos intervenants ont véritablement placé l'export au cœur de leur stratégie de développement, soit en bénéficiant de la pandémie pour accélérer, soit en redéfinissant leurs priorités marché et leur façon d'aborder leur développement international. Mais qu'en est-il de leur proposition de valeur, de leur offre? Donc pour aborder cette dernière partie, la question que j'aimerais commencer à vous poser, c'est en quoi votre proposition de valeur va donc évoluer à l'avenir. Sylvain, par exemple? Euh, sur la proposition de valeur, on avait initié avant la pandémie la notion de non plus être juste éditeur de logiciels, mais être capable de fournir un service clé en main. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va continuer. Sachant qu'on évolue dans des contextes dans lesquels l'infrastructure, par nature, est hétérogène. On n'a pas la même infrastructure telco lorsqu'on est entre Londres et Paris ou lorsqu'on est entre l'Arabie Saoudite et Dubaï, par exemple. Donc tout est différent. Donc c'est une dimension qui est assez forte. On va continuer à pousser. Il y a sur la notion qu'on aime bien mettre en avant chez Horizon, c'est le fait, quand on va s'implanter dans des pays émergents, de ramener une technologie et un savoir-faire qui est présent dans des zones plus, je dirais, développées, peut-être avancées. Donc très clairement, amener à des banques locales en Asie du Sud-Est ou au Moyen-Orient, des outils utilisés par des banques américaines à New York ou à Londres, c'est quelque chose qui va au-delà du métier d'édition logicielle. C'est quelque chose qui a attrait à définir une organisation autour d'un outil, qui a attrait à la formation d'équipes locales sur des métiers risqués et donc sur lesquels on aime bien, il y a une forme d'éducation qu'on aime bien amener pour que des accidents industriels qui sont arrivés dans l'industrie dans laquelle on est plongé ne se reproduisent pas et donc faire une forme d'éveil localement. Donc, on pousse, on vend toujours un logiciel au final, mais il y a toute une couche de services autour de ce logiciel qui s'est développée historiquement et j'ai l'impression que le Covid va encore plus renforcer ces éléments dans lesquels
les pays se retrouvent parfois assez isolés. Tout le monde ne tacle pas la pandémie à la même vitesse. Et donc, je pense notre proposition de valeur fait d'autant plus sens dans cette situation très hétérogène du point de vue diplomatique et du point de vue mondial. Voilà. Et côté roadmap produit, en termes d'innovation, est-ce qu'il y a des pistes déjà identifiées permettant d'enrichir justement cette proposition de valeur à l'avenir? Alors, au cœur de nos métiers, il y a une dimension qui est clé, qui s'appelle ce qu'on appelle les métiers, la dimension algorithmique. Et là-dessus, donc, c'est tout ce qui est code logiciel qui vient gérer les traitements de messages, les traitements de données. Et là-dessus, évidemment, sans utiliser des acronymes galvaudés, très clairement, les techniques ont profondément évolué au cours des années passées et continuent d'évoluer énormément pour passer de logiques déterministes à des logiques beaucoup plus, je veux dire, complexes, très différentes en tout cas, sur des aspects machine learning, deep learning. Donc voilà, c'est entre autres ces innovations qu'on va continuer à pousser, sur lesquelles on sent que le potentiel est très fort, avec la nécessité d'avoir une plateforme ouverte. Pour nous, c'est clé. Ça correspond à notre état d'esprit. C'est vraiment ce qu'on a. On est très conscient que qu'on reste à notre place en tant qu'éditeur et donc la propriété intellectuelle d'une société financière doit rester côté société financière et que nous ne sommes que le bac à sable ou en tout cas la piste d'atterrissage d'une intelligence qui fait la différence d'une société financière à une autre, une banque à une autre. Notre cœur de préoccupation se situe avant tout pour que tout ce travail se fasse dans un environnement absolument sécurité. On a évoqué la dimension cyber qui est clé, bien évidemment. Il y a une dimension très forte de régulatoire sur lesquels on a attrait à ce que nos systèmes soient vraiment utilisés de la meilleure manière et dans un contexte très très sécurisé pour nos clients et nos clients de nos clients. Voilà, c'est essentiel. Merci beaucoup pour ce retour très très exhaustif. Maxime, de votre côté, du coup, oui, en termes de proposition de valeur, quelle évolution et quelle innovation vous voyez apporter au marché? En fait, sur un secteur tout à fait différent, ma réponse ça va être très proche de ce que Sylvain vient de dire, dans le sens où pour dire affirmer une proposition de valeur, ça passe par d'autant plus de services et d'accompagnement, sachant que souvent la mise en place de nos logiciels est accompagnée à un changement dans le mode d'organisation. En tout cas, c'est ce qu'on a vu au Bénin où ils ont un projet très ambitieux autour de Cotonou de changer de la collecte jusqu'au recyclage. Donc cet aspect accompagnement est important, surtout quand on vient de l'extérieur, et d'où l'idée aussi d'avoir quelques villes, que ce soit en France ou à l'étranger, qui sont flagship et qui permettent justement de montrer un petit peu la référence, quoi. Donc pour moi, l'axe, il est autour de ça. Et après, pareil, similairement à Sylvain, en termes d'évolution produit, vu qu'on collecte un certain nombre de données, l'idée, c'est d'être capable d'en collecter sous différentes formes, d'autant plus, mais surtout de les faire fructifier. Il y a en effet des méthodes qui sont de plus en plus efficaces par rapport à ça. Donc là où avant, on analysait des données assez simples en termes de géolocalisation ou autre, maintenant l'idée c'est d'étudier plutôt les images ou les vidéos qu'on peut remonter, quoi. Donc encore une fois assez similaire à ce que Sylvain a dit, mais ce qui est sûr et je pense que c'est un vrai acte. C'est que je pense que quand on veut aller à l'export, c'est aussi intéressant de se poser la question en continu de pourquoi est-ce qu'ils nous achèteraient à nous qui venons de l'extérieur plutôt qu'en local, plutôt qu'à d'autres entreprises qui viennent d'autres pays, quoi. Donc cette question, elle est vraie au jour le jour quand on est en France, mais elle est d'autant plus vraie quand on veut percer dans un marché, je pense. Ok. Alors Eric, tout à l'heure, en termes d'innovation, vous évoquiez notamment l'importance et la nécessité d'adresser le marché de la cybersécurité. Est-ce que vous aviez d'autres éléments à partager avec nous avant qu'on Oui, aborde les conclusions?
Oui, dans les autres éléments, de toute façon, quand vous êtes en train de vous réorganiser, quand le monde bouge et que vous êtes nouveau, il faut savoir pivoter, il faut savoir accélérer. Quand vous voyez les opportunités et que vous les voyez disponibles, il faut les prendre. Et si vous avez les développeurs pour les exécuter, il faut les exécuter. Encore une fois, et je suis d'accord avec mes collègues, il faut aussi également être capable de le faire parfaitement dans certaines, ça va être dans des zones témoins, pour des villes, pour des pays. Mais nous, on a une proposition de valeur que je trouve très européenne et qu'on aime beaucoup. Vous pouvez choisir du SaaS américain, chinois, israélien. Vous pouvez choisir des logiciels de ces trois coins ou vous pouvez choisir d'être souverain. Et la proposition de valeur que MEDEF International fait parfois avec les technologies qu'on pousse, c'est des technologies pour rendre souverain un pays. Et ça veut dire aussi ben, leur donner la maîtrise d'usage, leur donner le transfert de valeur. Et j'avais juste un point pour tout à l'heure, parce que je ne sais pas si on va le reprendre, parce que j'avais trouvé une très belle question. Quels pourraient être les points d'amélioration? Je l'ai peut-être loupé. À ce moment-là, dites-le moi et ça sera Non, bien. non, 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 mais Mais allez-y, allez-y. je me disais simplement que, par exemple, là, pour entrer à l'UGAP, il faut soit avoir son premier bilan de Banque de France, soit passer par Estimeo qui regarde et qui fait une étude complète de votre société pour vous donner une note qui vous permet de rentrer dans l'UGAP pendant votre première année d'existence. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque pour l'export au niveau de la COFAS et autres, et c'est dommage parce que parfois, certains de nos produits sont très rares, très uniques, nous amènent à faire de l'export très vite et nous amènent du chiffre d'affaires immédiatement. Pourrait-on avoir peut-être dans une idée BPI export la logique aussi d'être regardé et de vérifier si, en fin de compte, nous ne sommes pas des entreprises qui, à l'export, sommes très efficaces. Et pourquoi attendre un an pour avoir une aide à l'export qui ne nous ferait que permettre d'accélérer? Écoutez, ça fait une parfaite transition avec la conclusion, parce que c'est les sujets effectivement que je souhaitais aborder. En fait, c'était revenir sur les besoins en accompagnement des acteurs de la tech. Parce qu'il existe aujourd'hui de nombreux dispositifs d'accompagnement à l'international, hein, proposés par Business France, BPI France, les CCI, sur l'Île-de-France, en région, les CCI internationales, les acteurs privés. Nous pouvons citer les dernières initiatives d'aide en sortie de crise aussi, Covid, avec les chèques relance export, les chèques VIE. Donc en réalité, notre pays est très bien servi, mais nos adhérents peinent à s'y retrouver parmi la multitude de l'offre disponible et parfois de son manque de lisibilité. Et une de leurs attentes, c'est clairement de gagner en simplicité et en clarté à ce niveau-là. Alors c'est pourquoi, notamment au niveau de Numéum, on flèche pour les adhérents tous ces services, qu'on offre une veille continue et qu'on essaie de faire échanger les bonnes pratiques des acteurs de la tech à l'international. En complément, Numéum a formulé un certain nombre de propositions auprès des pouvoirs publics, notamment donc rationaliser la multitude de dispositifs d'aide à l'export existants afin de les rendre plus lisibles, réhabiliter aussi et élargir le crédit impôt export qui a été supprimé il y a quelques années, ce qui fait le lien du coup avec la dernière question que je t'ai posée à nos intervenants, c'est que nous sommes en veille d'année présidentielle. Donc, quels seraient du coup vos messages ou vos demandes pour bénéficier d'un meilleur accompagnement à l'international? Donc, Eric vient d'en mentionner un, d'en développer un. Sylvain, est-ce que vous avez aussi des attentes ou des idées auprès des pouvoirs publics? Des attentes et des idées, oui. Qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Déjà, ce qui me vient à l'esprit, c'est que la notion d'image de la France à l'étranger, dans les stratégies d'export et de renforcer la confiance internationale, elle est absolument fondamentale. Je trouve que le gouvernement a plutôt bien travaillé sur cette dimension internationale et il faut vraiment continuer sur ces aspects-là. On sous-estime considérablement le poids d'événements sociaux de notre pays, l'image qui est rendue à l'étranger pendant des mois après que les événements aient eu lieu. Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment cette notion d'image qu'il faut continuer de travailler. Au-delà de cela, j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a un tissu de PME
de jeunes sociétés à très fort potentiel, hein, et qui a été très bien travaillé et qui est très fort. Il y a, je pense, un vrai enjeu de comment les accompagner dans la durée à l'international, c'est-à-dire et comment les préparer. C'est-à-dire, il me semble que l'international, la grosse difficulté, c'est de mixer cette dimension d'opportunité. J'ai l'opportunité d'avoir un prospect d'abord en Belgique, puisque c'est une zone francophone qui est peut-être plus facile à avoir, puis en Angleterre, puis en Allemagne. Et donc, est-ce que je suis prêt? Donc, il y a vraiment cette dimension de mix d'opportunités et de préparation. Ça nécessite un peu de travail en amont. Et évidemment, si on prévoit l'avenir trop tôt, on ne fait rien aujourd'hui. Donc, il y a un équilibre assez judicieux qu'il est intéressant de travailler et sur lesquels il est intéressant d'amener peut-être une forme d'éducation à travers des témoignages, comme ce qu'on peut faire ici, ou d'autres canaux. Donc, voilà ce à quoi je pense. Euh, et également, je n'ai pas la recette, mais j'énonce la problématique dans des dimensions de relations diplomatiques qui peuvent parfois être tendues entre États, entre la France et d'autres pays, pour de très bonnes raisons, hein. Eh bien, comment donner une voix à ce tissu de petites entreprises qui, je pense, a parfois du mal à se faire entendre et qui, pour autant, souffre autant qu'un grand groupe qui, lui, a peut-être une écoute un peu plus forte. Donc voilà, je pense que c'est un enjeu, une réflexion qu'il faut continuer de mener et de travailler. Merci beaucoup Sylvain. Donc ça va dans la continuité des remarques de nos intervenants, hein, que je vais nommer Monsieur Bruno Carlier. Merci à lui qui explique notamment que les grands groupes pourraient intégrer les TPE et les PME dans leur offre à l'international lorsqu'elles bénéficient d'aide de l'État. Donc là, on est aussi dans l'idée en fait de mieux accompagner les petites moyennes entreprises ou de taille intermédiaire en bénéficiant de l'effet de volume ou de le potentiel, la capacité de lobbying d'un grand groupe sur un marché spécifique. De votre côté, Eric, d'autres inputs par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, ou c'était la principale demande que vous aviez formulée? Non, 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 non. Si on veut faire la course la liste du Père Noël, on peut y aller. Là, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit. L'image de la France à l'étranger est très importante, mais aussi des partenariats peut-être de la France avec d'autres pays pour y aller à plusieurs qui s'entendent avec des pays qui ont des valeurs communes pour pouvoir faire des offres qui nous permettent parfois, quand notre image est moyenne dans certains pays, ben, de pallier avec d'autres partenaires et inversement. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, le monde est devenu vraiment international, multinational. On peut avoir nos offres de valeur françaises. On doit pouvoir les placer en respectant absolument la culture des autres. Et cette idée de déplacer la souveraineté vers les pays, c'est quelque chose qui a un vrai impact. Et pour ça, eh ben, il faut quelque part que on soit parfois un peu moins donneur de leçons parce que de temps en temps, on donne pas toujours la bonne image côté France. Et c'est dommage. À l'inverse, il faut aussi qu'on sache défendre nos sociétés, parce que quand des émeutes se font contre Danone ou Nestlé, enfin Danone, la nôtre, on va parler de celle-là, dans d'autres pays ou le sieur, il faut aussi être capable, nous, d'apporter des solutions pour montrer que tout ça, c'est souvent de la fake news, des tentatives de déstabilisation de nos grands groupes ou de nos petits groupes et de nos PME. Ça joue de l'image globale de nos sociétés à l'international. Donc vraiment, relançons la France à l'international, donnons envie d'acheter français, et parce qu'on est meilleur, parce qu'on est très bon en tech, ou parce que justement on est là pour travailler à aider à amener de la souveraineté chez nos partenaires et nos clients. Et tout ça, ben, c'est aussi une logique politique. Et d'ailleurs, je voulais remercier la région Sud qui a parfaitement relancé beaucoup de choses suite à cette année Covid, et dire bravo à Renaud Muselier. Donc voilà, il y a des solutions en France, il y a de l'argent en France, il y a des possibilités en France. Juste, il faut qu'on croit en nous et qu'on ait des partenariats pour aller travailler avec nos clients. Enfin, j'espère que ça sera dans ce sens-là cette année.
Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais moi j'aime bien travailler avec d'autres pays pour avoir des ponts qui sont un peu plus internationaux que juste nous parfois. Un discours offensif et positif. Parfait. Maxime, de l'autre côté, en complément? Non, enfin, je partage, je trouve que l'idée du crédit d'impôt export ou du fait d'être porté par les grands groupes est assez pertinent. Juste une idée additionnelle, ce serait potentiellement justement d'avoir euh, l'État français ou enfin le secteur public ou le secteur privé, mais qui déjà commence à pousser nos solutions sur le sol français pour un peu dans cette logique justement de PASEF, de démonstrateur, d'avoir aussi l'opportunité de rayonner à l'international déjà en étant bien présent en France, quoi. Donc je pense que c'est quelque chose à dupliquer et que le HC français, on arrive déjà, nous, en interne, à le pousser au maximum pour servir de rôle modèle par rapport à ça, quoi. Oui, je crois que en toute conclusion, Maxime, en termes de dernier conseil, vous exprimiez le fait qu'il fallait oser l'export. Oui, je pense qu'il y a une notion de courage parce que on va pas se mentir non plus, il y a il y a plein de complexités qui sont associées à ça, mais je pense que c'est un vrai acte entrepreneurial. Et donc voilà, moi, je suis le premier à le pousser et ça fait partie aussi un petit peu de l'excitation globale qu'on a par rapport à ce sujet, quoi. Bon, merci beaucoup. Bah, je tenais vivement à vous remercier tous les trois, hein, pour ce partage, retour d'expérience très riche, hein. On a tenu une très bonne heure même. Les bonnes pratiques à mettre en place aussi pour réussir son développement grâce au numérique. Vous étiez, j'en doute pas, une source d'inspiration pour notre audience. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions auxquelles on avait répondu, deux, trois inputs aussi que nous avons repris. Donc, je fais un rapide tour dans le chat. Donc, je vois pas d'autres questions. Donc, on va peut-être libérer tout le monde puisqu'il est 17h02. Vous remercions à nouveau. Et puis, une nouvelle fois, osons l'export. Merci, à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.